Bienvenue à nouveau. Nous allons parler un peu plus du problème de la résistance au traitement, qui est en partie la conséquence d'un modèle de traitement qui en est venu à négliger l'aspect psychosocial des soins en pharmacothérapie. Je pense qu'il s'agit d'un problème important. Si l'on examine les références à la résistance au traitement dans la littérature psychiatrique, on constate un phénomène intéressant. Au moment même où le modèle psychodynamique commençait à disparaître, le nombre de références aux troubles psychiatriques résistants au traitement dans notre littérature a commencé à augmenter à un rythme exponentiel. Ainsi, au cours de la période de 5 ans allant de 1980 à 1984, 36 références aux troubles psychiatriques résistants au traitement ont été recensées dans notre littérature. Dans les 5 années suivantes, il y a eu 96 références. Dans les 5 années suivantes, 257, et 5 années après, 503, 5 années après, 761, et dans les années 2005 à 2009, 1192, 2010 à 2014, 2196, et dans la période de 5 ans la plus récente, 2015 à 2019, il y a eu 454 références, donc une augmentation substantielle au cours des 25 dernières années. Il s'agit d'une augmentation de 9000%. Parallèlement, si l'on considère uniquement le nombre de publications, celui-ci a également été multiplié par 2. La majeure partie de cette augmentation reflète donc la reconnaissance, dans notre domaine, du fait que la résistance au traitement est un problème important en psychiatrie. Je pense que vous le savez tous dans votre pratique, car c'est ce que nous traitons. Les patients qui sont très sensibles au traitement sont traités par leur médecin de premier recours. Ils ne viennent jamais nous voir. Lorsque les patients viennent nous voir, ils ont généralement déjà échoué à plusieurs médicaments et les médecins de premier recours estiment qu'ils ont besoin de l'aide d'un psychiatre pour trouver des traitements efficaces. Et cela se reflète également à plus grande échelle, certainement. Thomas Insel, l'ancien directeur du NIMH, a reconnu ce problème à la fin de son mandat en déclarant « J'ai passé 13 ans au NIMH à mettre l'accent sur les neurosciences et la génétique des troubles mentaux. J'ai passé 13 ans au NIMH à mettre l'accent sur les neurosciences et la génétique des troubles mentaux, et quand j'y repense, je me rends compte que même si je pense que nous avons réussi à faire publier beaucoup d'articles vraiment sympas, par des scientifiques sympas, à des coûts assez importants, je pense environ 20 milliards, je ne pense pas que nous ayons fait bouger l'aiguille en réduisant les suicides, en réduisant les hospitalisations, en améliorant le rétablissement pour les dizaines de millions de patients psychiatriques. L'un des arguments que je ne cesserai de répéter est qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire dans l'instant, dans le contexte de la relation médecin-patient, pour aider nos patients à mieux réagir aux médicaments et à passer de l'absence de réaction à la réaction, voire à la guérison. Si nous regardons d'où nous venons en termes d'algorithme de traitement, j'ai choisi un algorithme pour la dépression résistante au traitement dans lequel on commence par examiner et exclure les troubles comorbides de l'axe I ou les troubles de la personnalité, ou le non-respect du traitement, ou les facteurs de complications et de confusion. Et si ces éléments sont absents, il faut s'assurer que l'essai de l'antidépresseur est adéquat, c'est-à-dire que la dose est suffisamment élevée pendant une durée suffisamment longue avant de décider que le traitement n'est pas efficace. Si l'essai est inadéquat, il faut certainement augmenter la dose jusqu'à la dose maximale et s'assurer que le patient la prend pendant au moins 4 à 6 semaines. Si le patient a eu des essais adéquats avec une réponse partielle, vous pouvez envisager une combinaison d'antidépresseurs ou une augmentation, ou peut-être l'ECT. S'il n'y a aucune réponse, vous changerez d'antidépresseur, vous essayerez l'ECT. Si rien de tout cela ne fonctionne, vous commencerez certainement à vous demander si vous n'avez pas posé le mauvais diagnostic. Peut-être s'agit-il d'une dépression bipolaire ou de ce genre de choses. Narration audio, mais que dit l'algorithme en cas de présence de facteurs de comorbidité, de complications, de facteurs de confusion ou de non-respect des règles? L'algorithme suggère de gérer en conséquence. Je suppose que vous êtes tous prêts à rentrer chez vous et à prendre en charge vos patients en conséquence lorsqu'ils présentent ces facteurs de complications et de confusion. Bien entendu, ce n'est pas le cas. Comment pouvez-vous faire cela? C'est donc l'une des faiblesses de notre formation, et c'est ce dont nous allons parler. Lorsque j'étais en formation, j'ai appris le modèle de Czernansky et Hollister, les 5 D de la résistance au traitement, à savoir diagnostic, maximiser la dose, s'assurer que le traitement est d'une durée adéquate, mais même cela est compliqué, car les doses optimales ne sont pas toujours clairement établies, et il n'est pas toujours évident de savoir si un traitement adéquat est de 4 semaines ou de 12 semaines. Vous voudrez certainement prendre en compte le mécanisme supposé du médicament.
Ainsi, si vous avez déjà essayé des antidépresseurs ayant un certain mécanisme et que suffisamment d'entre eux ont échoué, vous voudrez un mécanisme différent ou d'autres types de traitements, car il est prouvé que le passage à une autre classe de médicaments peut s'avérer plus bénéfique. Mais ce que je vais dire, c'est qu'il y a un 6e D que nous devons prendre en compte, à savoir la dynamique du patient. Lorsque je pense à la façon dont la dynamique interfère avec le rétablissement du patient, j'ai tendance à la classer dans 2 catégories différentes. Il y a les patients qui résistent aux médicaments et ceux qui résistent aux médicaments. Et il peut y avoir des chevauchements ou des patients présentant des éléments dans ces 2 catégories. Les patients qui résistent aux médicaments sont généralement ambivalents par rapport à certains aspects du traitement. Ils sont souvent ambivalents à l'égard des médicaments. Ils craignent d'être blessés. Ils ne veulent pas être dépendants. Ils ont beaucoup de sentiments compliqués à l'égard des médicaments qui les poussent à ne pas vouloir les prendre ou à avoir des expériences négatives. Donc, une fois encore, si le patient a stigmatisé le traitement, cela peut conduire, comme je l'ai suggéré, à une non-adhésion répétée aux recommandations de traitement si les patients sont vraiment ambivalents. Ou, pour les patients qui prennent les médicaments mais sont ambivalents, il s'agit de patients qui peuvent être amenés à expérimenter des niveaux plus élevés de réponse nocebo. Je comparerais ces patients à ceux qui résistent aux traitements médicamenteux. Il s'agit d'un type de patient plus compliqué, mais je pense que c'est l'un des aspects les moins appréciés de la pratique psychiatrique. Les patients qui résistent aux traitements médicamenteux ne craignent pas manifestement les médicaments, ils n'y résistent pas, et en général, ils présentent plutôt l'inverse. Ils aiment les médicaments. Ils veulent des médicaments. En général, ils veulent plus de médicaments, d'une manière qui, au lieu de conduire à la guérison, finit par miner la capacité saine d'adaptation du patient, affaiblir son pouvoir d'action ou interférer avec son développement. Par exemple, les patients peuvent les utiliser pour ne pas avoir à ressentir des choses qu'il serait sain de ressentir et qui leur donneraient des indications sur la façon d'agir dans le monde. Et je pense que nous connaissons souvent ces patients par notre contre-transfert. Vous êtes assis avec un patient et il vous dit que le médicament fonctionne, qu'il l'aime, qu'il est utile. Nous voyons que le patient se sent mieux, mais nous voyons aussi qu'il ne semble pas aller mieux. Le contre-transfert qui l'accompagne est un sentiment inconfortable de ne pas vouloir prescrire, de vouloir amener le patient à prendre moins de médicaments, d'avoir peut-être l'impression de participer à quelque chose qui n'est pas utile, ou peut-être même d'être secrètement pervers d'une certaine manière. C'est pourquoi nous nous battons avec ces patients, et c'est difficile, parce que les patients font état de certains avantages, que nous pouvons peut-être voir ces avantages, mais que nous reconnaissons aussi que cela n'aide pas vraiment le patient à progresser vers la guérison fonctionnelle. Il est toujours compliqué de citer Freud lorsqu'on s'adresse à un public composé essentiellement de pharmacothérapeutes, mais je voudrais revenir sur ce que Freud a dit en 1905. Nous, médecins, ne pouvons pas nous passer de la psychothérapie, ne serait-ce que parce qu'une autre personne, intimement concernée par le processus de guérison, le patient, n'a pas l'intention de s'en passer. Il voulait dire qu'un facteur dépendant de la disposition psychique du patient contribue, sans aucune intention de notre part, à l'effet de tout processus thérapeutique initié par un médecin. Freud parle de la réaction placebo, mais il poursuit en disant « mais elle agit souvent comme une inhibition ». C'est donc de cela que nous parlons, des façons dont les aspects psychologiques du traitement ou la relation du patient avec le traitement interfèrent en fait avec la guérison. Freud poursuit en disant que tous les médecins, y compris vous-même, pratiquent continuellement la psychothérapie, même si vous n'en avez pas l'intention et que vous n'en êtes pas conscient. La façon dont nous parlons aux patients a également un effet psychologique qui aide les médicaments à mieux fonctionner ou qui entrave la guérison du patient. C'est un inconvénient, poursuit-il, de laisser le facteur mental dans le traitement aussi complètement entre les mains du patient. Il est donc impossible de le contrôler, de le doser ou de l'intensifier. N'est-ce pas alors un effort justifié de la part d'un médecin que de chercher à obtenir la maîtrise de ce facteur, de l'utiliser dans un but précis, de le diriger et de le renforcer? Au cours des prochains exposés, nous allons réfléchir à la manière dont un médecin peut chercher à maîtriser ce facteur, à l'utiliser dans un but précis, à le diriger et à le renforcer, de manière à promouvoir une utilisation saine des médicaments par le patient. Ainsi, pour résumer les points essentiels, malgré les avancées neuroscientifiques majeures, il existe peu de preuves d'une amélioration des résultats chez les patients psychiatriques. Il y a peut-être moins d'effets secondaires, ou les médicaments sont peut-être mieux tolérés,
mais nos patients ne vont pas mieux à un rythme sensiblement plus élevé qu'il y a 30 ans. Nous savons qu'avec les patients compliqués, nous avons besoin de tous nos outils, biomédicaux et psychosociaux, pour obtenir des résultats optimaux. Il est également utile de pouvoir comprendre et traiter les dynamiques psychologiques et interpersonnelles qui interfèrent avec l'utilisation saine des médicaments par le patient.